avec un immense plaisir que je vous présente les résultats de cette méta-analyse-là qui porte sur les interventions structurées en protection de l'enfance et le développement des enfants suivis en protection de la jeunesse. Donc, je veux d'office souligner l'importante collaboration de certaines personnes qui ont contribué au projet. Donc, Émilie Langlois, Geneviève Ouellette et Georges Tarabulsi qui ont été impliqués tout au long de ces années, parce qu'on parle d'années pour recenser toutes les données de cette méta-analyse-là. Je vous propose de faire un petit parcours là, pour voir la maltraitance à l'enfance, qu'en est-il aujourd'hui dans la littérature, suivi là, de certains liens entre l'intervention et le développement de l'enfant. Ensuite, je vais pouvoir vous présenter notre méthode, là, donc qu'est-ce qu'on a fait de cette méta-analyse-là, de ce projet-là, comment on s'y est pris, présenter les résultats et terminer avec les conclusions qu'on peut en tirer. Donc, premier sujet, donc la maltraitance à l'enfance, qu'en est-il? Donc, juste vous montrer une petite étude là, qui a été faite pour déterminer quelle est la prévalence de la maltraitance dans la population chez les jeunes de 0 à 18 ans. Donc, ce qu'on observe, c'est que lorsque la maltraitance est rapportée, là, selon les rapports professionnels, donc souvent, ça va être le pédiatre ou le médecin de famille, mais il y a aussi d'autres professionnels qui rapportent la maltraitance, là, des professionnels là, qui côtoient l'enfant. Donc, lorsque c'est un professionnel, la prévalence de la maltraitance dans la population est de 0,3 %. Tandis que lorsqu'on fait une étude puis qu'on remarque, là, on va aller demander directement aux jeunes ou une fois adulte, a-t-il été exposé à la maltraitance? Donc, lorsque la maltraitance est auto-rapportée, on observe 36,6 % de rapports. Donc, je voulais vous présenter ça parce que, vu qu'on s'intéresse aux interventions pour la maltraitance, souvent, ce qu'on a dans les études, ça va être la maltraitance rapportée par les professionnels qui a été diagnostiquée. Tandis que tous les enfants qui ont vécu de la maltraitance, que c'est passé un peu sous le radar, ben on les a pas, ces enfants-là, dans nos études en ce moment pour la méta-analyse en cours. Donc, c'est mon premier. Il va y avoir plusieurs avertissements tout au long de la présentation, des petites nuances à apporter, puis je vous invite à les garder en tête, parce que lorsqu'on va regarder là, les résultats, il va y avoir plusieurs choses qui vont ressortir par rapport à ça, des petites différences qu'on rapporte là, dans la littérature. Donc, ces enfants-là, qui passent un peu sous le radar, on les a pas dans nos études. On peut se demander aussi, vu que la maltraitance était à 36,6 % lorsqu'auto-rapportée, donc il y a beaucoup d'enfants qui vivent de la maltraitance, donc on peut se demander quels sont les effets sur le développement de l'enfant, aussi la maltraitance, mais également la négligence des parents. Donc, quels sont les effets? Puis on peut remarquer qu'il y a plusieurs effets qui sont assez majeurs sur le développement des enfants. Parlons par exemple là, des retards de langage. C'est assez courant. Puis ça passe aussi, puis c'est ça que je veux que vous reteniez, dans le fond, que ça passe par la relation par enfant, les interactions par enfant. Donc, par exemple, un parent qui a des difficultés, des épisodes dépressifs ou la consommation de substances va moins entrer en relation avec son enfant, va moins lui parler. Et c'est ça qui fait souvent que l'enfant est exposé à moins de mots par jour. Et ça peut créer des retards de langage, mais c'est aussi toutes les relations puis les petites interactions par enfant au quotidien qui vont vraiment venir former le développement de l'enfant d'une bonne manière. Puis, c'est un peu notre compréhension du développement, c'est que c'est par ces petites interactions-là que l'enfant va avoir développer un attachement sécurisant. Puis, si c'est pas là, donc la maltraitance peut empêcher ce mécanisme-là d'être en place. Et c'est là qu'on peut voir des retards de langage, mais aussi une forte prévalence d'attachement insécurisant désorganisé, puis des comportements agressifs, par exemple. On observe également des enjeux psychophysiologiques, donc la régulation cortisolaire qui peut être changée, mais aussi d'autres réseaux neuronaux qui peuvent changer à force de vivre avec un parent, puis d'être exposé à de la négligence, de la maltraitance de ce parent-là. Donc, c'est important de s'intéresser aux effets sur le développement, puis de constater aussi que lorsque l'enfant est exposé à la maltraitance, la négligence, souvent, ces effets-là sur le développement de l'enfant sont présents, mais il y a aussi des conséquences qui peuvent apparaître à l'adolescence, à l'âge adulte. Donc, ça peut se maintenir, mais souvent, ça va s'exprimer d'une manière différente qu'à l'enfance. Donc, les effets de la maltraitance peuvent se poursuivre tout au long du développement, mais par exemple, une forte prévalence d'épisodes dépressifs
ou de comportements suicidaires. Donc, ça s'exprime différemment que par des retards de langage, évidemment, à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais il va y avoir quand même des effets là, d'épisodes dépressifs, de comportements suicidaires qui ont été observés aux enfants qui ont été exposés à la maltraitance. Ce qui nous amène à savoir, devant l'importance de la maltraitance pour les effets que ça donne même à long terme, puis ça peut venir là, avoir des impacts à l'âge adulte de la personne. Est-ce qu'il y a des interventions qui peuvent venir soit prévenir la maltraitance en amont ou aussi améliorer, dans le fond, venir réduire la maltraitance? Puis, il y a une récente méta-analyse qui, eux, se sont vraiment intéressés au programme d'intervention pour venir réduire la maltraitance, mais aussi la prévenir. Ce qui n'est pas le cas ici de nous, où les résultats qu'on va présenter aujourd'hui s'intéressent vraiment aux interventions structurées où il y a déjà maltraitance puis que l'enfant est suivi dans sa famille en protection de l'enfance. Eux se sont intéressés vraiment aussi à la prévention. C'est une étude qui a recensé 121 études qui visaient la prévention et la réduction. Et on observe un effet faible, mais qui fonctionne. Donc, on arrive à prévenir, à réduire la maltraitance, mais c'est un effet faible. Et il est important de souligner qu'on s'attaque à une littérature vraiment diversifiée au plan des interventions. Donc, je vous ai mis les interventions ici que la méta-analyse soulignait comme étant qu'on observait un effet significatif mais faible. Donc, ça peut être des interventions cognitives comportementales, un programme de visite à domicile, de l'entraînement parental, des interventions systémiques ou des interventions qui ciblent l'abus de substances qui semblaient efficaces. Donc, juste là, puis il y a plusieurs intervenants aussi qui se sont inscrits au webinaire. Donc, vous savez qu'il y a une majorité d'interventions qui est possible de faire, mais c'est difficile quand on essaie de faire une méta-analyse, on doit synthétiser les résultats quand il y a plusieurs interventions différentes. Puis là, je vais revenir à ce point-là là, tout au long de la présentation, mais c'est difficile de venir canner des interventions ensemble parce qu'ils se différencient beaucoup l'une de l'autre. Ainsi, il existe une grande diversité d'interventions qui sont associées à des améliorations positives du développement de l'enfant. Puis, la grande diversité d'interventions qu'on observe, on a essayé, dans le fond, d'aller regarder avec notre méta-analyse lesquelles sont les plus efficaces. Est-ce qu'il y a des interventions qu'on devrait préconiser ou d'autres? Mais je vais juste vous montrer la grande variabilité des interventions puis leur lien avec le développement de l'enfant. Donc, tout d'abord, au Québec, il y a environ 100 000 signalements par année. Puis de ces 100 000, il y a 40 000 enfants qui sont signalés, puis dont le signalement est retenu pour maltraitance. D'office, on sait que simplement le fait qu'un enfant soit signalé, c'est déjà un facteur de risque pour son développement. Puis aussi que 12% des enfants signalés vont recevoir une intervention structurée pour dans le fond, réduire la maltraitance. Si ça vous intéresse, là, les signalements, il y a le rapport sur la hausse des signalements qui va sortir la semaine prochaine là, pour avoir plus d'informations. Sachant qu'il y a que le signalement est déjà un facteur de risque et que la maltraitance est assez répandue dans notre population, à l'étude, on s'est intéressé à savoir quelle est l'efficacité des interventions pour structurer, pour favoriser le développement de l'enfant. Je vous propose, puis là, il y en a un inventaire assez garni. Je vous propose qu'on en voit 4. C'est 4 interventions qui se retrouvent dans la méta-analyse d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous montrer les différences et à quel point ça peut être difficile de les comparer. Puis qu'on a fait un gros travail de synthèse avec le groupe de recherche pour essayer de tirer des conclusions par rapport à ça. Donc, une première intervention, c'est l'intervention multisystémique où ici on considère que les difficultés proviennent des relations familiales dysfonctionnelles, mais aussi du contexte social entourant les familles. Donc, l'intervenant est assez laissé libre à lui-même. Il peut choisir certains aspects de la relation dysfonctionnelle. Donc, il y a des interventions focalisées sur les problèmes qui sont identifiés par la famille elle-même. Donc, il peut orienter son intervention. Il offre aussi des thérapies familiales. Puis, il y a un volet qui est mis aussi sur le développement de l'enfant. Donc, l'intervenant peut travailler ça en parallèle. Puis, il va s'adapter vraiment à la famille, aux besoins de la famille. Donc, première intervention. Ici, une deuxième qui est tout à fait différente, c'est le Boys Town In-Home Family Program,
où l'objectif est d'améliorer le fonctionnement familial, puis l'objectif est un peu différent de l'étude précédente où on veut, dans le fond, éviter le placement de l'enfant, puis éviter les resignalements par la suite. Donc, le but, c'est garder les familles ensemble, puis prévenir les futures implications de cette famille-là avec la protection de l'enfance. Ici, on parle d'une intervention assez structurée, donc des interventions cognitivo-comportementales centrées sur la famille, avec la disponibilité d'un intervenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 6 semaines. Puis, juste, donc ça implique nécessairement plusieurs heures de contact direct avec l'intervenant, mais aussi, d'un point de vue recherche, quand on a une étude comme ça ne nous donne pas le nombre d'heures que la famille a pu avoir l'intervenant. L'intervenant est disponible, mais on ne sait pas à quel point la famille a eu recours à l'intervention, a eu recours à l'intervenant. Donc, pour nous, c'était difficile aussi d'évaluer, quantifier la durée de l'intervention, un peu l'intensité de l'intervention aussi. Donc, garder ces petites informations-là en tête, ça va revenir un peu pour discuter des résultats. Mais c'est quand même incroyable, la disponibilité d'un intervenant 24 heures sur 24 pendant tout le jour. Mais... Donc, quand même assez différent de la première intervention qu'on a vue. Là. On n'est pas dans le même registre. Une troisième intervention que je vais vous présenter, c'est les garderies spécialisées, où l'objectif, là, on est vraiment dans un objectif différent. Donc, au lieu de travailler avec la famille, au sein de la famille, ou supporter la famille avec un intervenant qui est très, très présent, ici, on vise davantage à essayer de développer chez l'enfant un lien significatif avec un autre adulte, donc ce qui est ici un enseignant. Le but étant de lui apprendre à mieux gérer ses émotions, pratiquer ses interactions sociales. Il y a aussi des thérapies là, pour axer sur le développement. Et en parallèle, on travaille quand même la psychoéducation du parent. Encore une fois, c'est une formule un peu différente où on a un enseignant préscolaire pour 4 enfants. Puis c'est environ un peu comme un genre de prématernelle, donc 6 heures pendant 5 jours. Donc il y a des petites interventions vraiment ciblées. L'enseignant peut faire la thérapie par le jeu à ces moments-là. Donc il y a vraiment un traitement individuel pour l'enfant. Mais quand même, l'enseignant répartit son temps avec les 4 enfants en même temps. Puis un travailleur social qui peut fournir une thérapie individuelle ou familiale pour le parent. Donc encore une fois, en termes d'heures, on n'est pas au même degré de service que la précédente. Puis aussi, il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur du milieu familial, donc on ne voit pas la famille nécessairement ensemble. On travaille avec le parent en parallèle avec l'enfant à côté, donc c'est un petit peu différent. Et pour finir, il y a le projet Bright, où l'objectif, c'est d'améliorer la relation parent-enfant. Puis on s'intéresse plus au trauma de l'enfant, donc réduire le stress traumatique chez l'enfant, réduire les symptômes comportementaux de l'enfant. Donc, c'est un projet où il y a beaucoup de psychothérapie vraiment visée sur l'enfant, la régulation des émotions, tout revisiter le trauma. Puis, il y a quand même un volet de psychoéducation du parent. Et ce qui est important ici, puis on va y revenir plus tard, c'est le traitement de l'abus de substance des parents qui est offert en parallèle à ça. Puis, on va revenir avec les abus de substance plus tard. Je veux juste vous garder ça en tête pour la suite. Donc, juste en voyant les 4 interventions, je vous en ai juste présenté 4, puis ils ont toutes des modalités différentes. Donc, c'est difficile de séparer puis de cloisonner les interventions pour faire des catégories d'interventions. Mais quand même, c'est surtout des interventions qui visent à améliorer le bien-être de l'enfant, améliorer le développement. Puis c'est vers ça qu'on va aller pour la classification. Donc, en gros, en résumé, le lien entre les interventions structurées et le développement des enfants, on fait face à une diversité de la littérature. Donc, autant au plan des interventions, comme je vous ai présenté, il y en a seulement 4, puis tout est différent. Au plan aussi des organismes qui ont dispensé l'intervention, des fois, ça va être des OBNL, comme parfois, ça va être vraiment un milieu universitaire avec des chercheurs universitaires qui développent une intervention, qui vont la tester. D'autres fois, c'est vraiment la protection de l'enfance qui va tester l'intervention. Donc, l'organisme change. Le type de développement, puis ses déterminants aussi va changer. Donc, des fois, on s'intéresse plus à prévenir le placement, prévenir le resignalement. D'autres fois, les interventions vont dire on vise le développement social, on vise à améliorer le développement cognitif des enfants. Parfois, ça va être davantage on vise à améliorer les compétences parentales, par exemple. Donc, juste l'objectif
pour améliorer le développement peut changer. Il y a aussi tout l'aspect de l'abus de substance des parents. Des fois, il y a des interventions où on offre l'intervention sur les compétences parentales, mais c'est des parents consommateurs de substances, mais on n'offre pas de thérapie pour l'abus de substances. Puis on va y revenir plus tard aussi. Et la durée de l'intervention qui a été vraiment difficile à classer là, quand on regardait les études. Là. Souvent parce que la durée, ça peut être un projet de 8 semaines, mais l'intervenant, on ne sait pas est-ce que c'est une rencontre d'1 heure par semaine ou 2 heures, ou comme l'autre super projet avec un intervenant disponible 24 heures sur 24. Donc, c'est difficile de venir comparer quelle est la durée idéale d'une intervention également. Puis, on va y revenir. Donc, ayant tout ça en tête, la diversité de la littérature, on s'est dit, on s'intéresse aux liens entre les interventions en protection de l'enfance et le développement des enfants. Et on a fait une méta-analyse pour essayer d'aller regarder tout ce qui se fait dans la littérature, puis essayer de voir quelles sont les composantes qui sont le plus améliorées par les interventions. Donc, je vous invite tout de suite à voir la méthode qu'on a utilisée. Donc, notre but, c'était d'examiner l'efficacité des interventions structurées auprès des familles suivies en protection de l'enfance sur différents aspects des enfants âgés de 0 et 18 ans qui vivent avec leurs parents biologiques dans leur famille. Donc, on a exclu les cas de placement où il y avait des familles d'accueil, par exemple. Cette méta-analyse-là, c'est vraiment la grande méta-analyse 0-18 ans. Aujourd'hui, on va s'attarder aux résultats pour les 0-11 ans, donc vraiment pour les enfants. Donc, la méthode, on a recensé tous les articles là, qui avaient des mots-clés relatifs à la protection de l'enfance, ou la maltraitance, la négligence, les abus physiques, en lien avec l'intervention. Donc, vous avez les mots-clés ici. Puis, on s'est intéressé dans les 2 bases de données principales, le Psych-Info et la base de données en travail social, Social Services Abstract. Et on a essayé de scanner tout ce qui s'est fait entre 1980 et décembre 2015. Ce qui nous mène à nos critères d'inclusion. Donc, pour nous, un article devait présenter une intervention structurée offerte à des familles suivies en protection de l'enfance. Et on a eu un petit problème à déterminer dans les articles si l'enfant était vraiment suivi en protection de l'enfance, parce que souvent, c'est pas clairement dit. La littérature est un peu floue. Par moment, la qualité des études n'est pas toujours au rendez-vous. Mais c'est pour ça qu'on établit un critère qu'au moins 50% de l'échantillon devait être officiellement suivi en protection de l'enfance pour être considéré. Puis dans le cas, malheureusement, où l'information n'était pas disponible, on a décidé d'exclure ces articles-là. Donc, parfois, il a fallu présumer aussi que les enfants étaient suivis en protection de l'enfance parce que c'était pas clairement inscrit. Mais on a fait des tests après pour savoir quand, mettons, le codeur qui analysait l'article dit « Ah oui, cet enfant-là, d'après moi, cette population-là a été suivie en protection de l'enfance », ben ça changeait pas les résultats. Donc, notre guess de présumer que les enfants ont été suivis en protection de l'enfance était bon. Puis je dis ça parce que souvent, ça va être écrit les médecins de famille ont noté des abus physiques et tout ça, mais on ne sait pas si l'enfant est suivi en protection de l'enfance, mais on présume à ce moment-là, surtout quand l'organisme, on voit des noms de chercheurs qui sont liés, mais ils n'ont jamais dit que les enfants étaient en protection de l'enfance, mais on l'a présumé à ce moment-là. Effectivement, les enfants concernés dans l'intervention devaient être âgés entre 0 et 11 ans et vivre avec leurs parents biologiques. Ça arrivait parfois qu'il y avait peut-être 1 ou 2% d'enfants qui vivaient avec leurs grands-parents, par exemple, dans l'échantillon. On les a gardés à ce moment-là. On n'a pas enlevé l'étude au complet. Mais il fallait vraiment que, en grande majorité, les enfants vivaient avec leurs parents. On a exclu les cas d'abus sexuels puisque c'était un peu une littérature un peu différente aussi. Les interventions étaient différentes, le suivi de ces familles-là était différent aussi, donc on a exclu les cas d'abus sexuels, ce qui nous laisse abus physiques, négligence, maltraitance. Et effectivement, pour la méta-analyse, il fallait qu'il y ait un lien statistique entre l'intervention et ses effets qui doit être présent. Vous avez ici le nombre d'études qui a été identifié par les bases de données, donc 1712, plus les études qu'on a identifiées nous-mêmes dans les références des articles qu'on avait déjà repérés à la fin. Donc, ça nous a fait 1744 études qu'on a examinées.
Pour finir, après toutes les analyses, nos critères de sélection et tout, avec 50 études à la fin, donc le chiffre en bas, qui a mené, qui s'intéressait dans le fond aux interventions et aux enfants de 0 à 11 ans. Donc, on a décidé de classer les articles selon les modalités suivantes, donc en fonction des résultats, des effets des interventions. Puisque les interventions étaient tellement différentes les unes des autres, c'était difficile de les regrouper. On a essayé, mais c'est difficile de par la structure des interventions. Donc ici, on a le classement selon les effets qu'on a répertoriés, donc les effets sur l'attachement et la relation par enfant, le comportement internalisé, externalisé, le développement, donc cognitif, social, développement émotionnel, ainsi que les conduites parentales, le style parental, le nombre de placements, le nombre de ressignalements. Donc, parmi les 50 études qu'on a repérées, il y en a beaucoup qui s'intéressaient aux conduites parentales, puis à l'attachement, au comportement internalisé, externalisé, avec 25 et 27. 11 études s'intéressaient au développement de l'enfant. Puis, on a le nombre de placements, nombre de ressignalements, puis ici, il manque le nombre de placements, le nombre de ressignalements là, qui était un petit peu moins étudié. Donc, les chercheurs s'intéressent principalement à l'attachement relation par enfant, puis au comportement internalisé, externalisé. Souvent parce que leur intervention vise à améliorer ces aspects-là de l'enfant. Les résultats de notre méta-analyse, donc on a fait les analyses avec le logiciel Comprehensive Meta-Analysis. Donc, on a regroupé tous les liens, les résultats entre l'intervention puis ses effets. Puis, on a calculé une taille d'effet, donc un dé de Cohen, qui mesure, dans le fond, un indice de la taille de l'effet, donc la relation entre l'intervention et ses résultats. Ici, vous avez le résultat avec toutes les études, donc les 50 études qui mesuraient le lien entre l'intervention puis les effets des interventions. Donc, avec un dé de Cohen de 0.43. 0.43, c'est vraiment une taille d'effet modérée à élevée. Fait qu'on était très contents. Donc, ça veut dire que les interventions fonctionnent. Les enfants s'améliorent, le développement de l'enfant s'améliore, le développement puis ses déterminants vont bien. Donc, c'est une relation significative. Mais on observe quand même que la valeur Q, en méta-analyse, la valeur Q, ça veut dire l'hétérogénéité. Donc, est-ce qu'il y a des différences de modérateurs? Donc, certains aspects qui viennent modérer la relation entre l'intervention puis les effets là, des interventions. Donc, ici, on voit qu'il y a de l'hétérogénéité. Donc, ça veut dire qu'il y a des modérateurs qu'on pourrait investiguer pour voir qu'est-ce qui peut faire varier l'efficacité d'une intervention. Donc, on est content de ce résultat-là, c'est-à-dire que les interventions fonctionnent, puis la taille d'effet est assez élevée. Donc, juste pour vous dire, un dé de Cohen de 0.43, c'est environ une corrélation de 0.20. Donc, ça nous donne une idée que les interventions sont vraiment liées à leurs effets. Mais une taille d'effet de 0.43, c'est assez élevé. Lorsqu'on prend les résultats, puis qu'on les divise selon les différents effets qu'on veut regarder, donc est-ce que les interventions améliorent l'attachement et la relation par enfant, par exemple, on observe qu'il y a 8 études qui s'intéressent à cette relation. Donc, K, c'est la colonne pour le nombre d'études. Puis, un D de 0.53, ce qui est quand même assez élevé. Donc, ça veut dire que nos interventions sont efficaces pour améliorer l'attachement à la relation par enfant. De même que si on prend conduite parentale, la 4e ligne, on a aussi un 0.53 qui est quand même assez élevé, avec 27 études. Comportement externalisé, internalisé, donc la 2e ligne, avec 25 études, on a un D de 0.50. Donc, ce sont tous des Cohen qui sont significatifs. Ça veut dire que toutes les interventions, on a des effets significatifs, donc ça fonctionne pour tout. On voit quand même en bas le nombre de placements, le nombre de ressignalements. C'est des tailles d'effet plus modestes avec 0.19 et 0.29. Donc, l'effet est un peu plus faible, mais c'est quand même efficace. Donc, on évite des placements, on évite des ressignalements. C'est encourageant, c'est encourageant. Donc, les interventions fonctionnent. Ici, voici la liste des modérateurs. Donc, les modérateurs qu'on a investigués pour savoir, un modérateur, est-ce que, par exemple, la durée de l'intervention peut venir changer nos résultats? Donc, on a investigué plusieurs modérateurs. L'abus de substance du parent, parce qu'on peut s'attendre à ce qu'un parent qui consomme encore, malgré l'intervention, peut-être qu'il peut être moins réceptif à l'intervention qu'un parent qui arrête de consommer, par exemple.
On a regardé est-ce que l'âge de l'enfant peut venir modérer la relation. Donc, est-ce qu'on est plus efficace chez les 0-4 ans ou les 5 à 11 ans? Est-ce qu'il y a une différence dans l'âge des enfants? On a regardé également le premier motif de signalement. Donc, est-ce qu'on est plus efficace? Est-ce que certaines interventions sont plus efficaces selon le signalement qu'on a reçu de l'enfant, le type de signalement? On a regardé évidemment les pays en se comparant aux autres pays, l'année de publication de l'étude qui peut être changée. Le genre des enfants puis des parents, est-ce que les interventions sont aussi efficaces pour les mamans que pour les papas, par exemple? Le type de répondant, donc qui répond par exemple, si on veut mesurer le comportement de l'enfant, est-ce que c'est un observateur qui observe les comportements agressifs, par exemple, ou c'est le parent lui-même, ou parfois ça peut être l'enfant qui rapporte ses propres comportements. Donc, on veut voir s'il n'y a pas une différence au plan du type de répondant. L'organisme, également, comme j'ai parlé tout à l'heure, des fois c'est l'OBNL, des fois c'est la protection de l'enfance, des fois c'est l'université. Donc, voir s'il n'y a pas des différences. L'ethnie. Le pourcentage des parents qui ont des diplômes universitaires ou le revenu de la famille, par exemple. Est-ce que ça peut changer? Donc, ça, c'est toute la liste des modérateurs qu'on a investigués. Je vais vous inviter à reprendre chacun des composants, dans le fond, des effets qu'on a vus tantôt. Donc, comportement internalisé, externalisé de l'enfant, par exemple, l'attachement. On va les reprendre de manière séparée, puis je vais vous montrer quels sont les modérateurs qui sont ressortis de ces relations-là. Si on prend toutes les études pour commencer, donc nos 50 études qui s'intéressaient aux interventions structurées en lien avec tous les effets qu'on a observés, de toutes les améliorations. Donc, on a toujours notre D de 0.43, mais les pays, vous voyez, le Canada, les États-Unis, puis la Suède. La Suède a seulement 2 études, mais c'est le seul autre pays avec lequel on peut se comparer, puisque les États-Unis sont très prolifiques pour sortir des études sur les interventions en protection de l'enfance. Mais parfois, si on avait juste une étude d'un autre pays, on ne peut pas comparer seulement une étude. Donc, la Suède, on a réussi à la comparer avec 2 études, mais on peut voir que notre valeur Q par rapport au pays qui est en bas à droite de 0.62 n'est pas significatif, ce qui veut dire que tous les pays se ressemblent, il n'y a pas de différence significative entre les pays, donc le Canada se place très bien pour réaliser des interventions efficaces, donc tout fonctionne par rapport à ça, par rapport aux autres pays. Si on reprend la relation entre les interventions structurées et l'attachement et les relations parents-enfants, donc on avait 8 études avec un D de 0.53, ce qui est quand même assez élevé. Donc les interventions fonctionnent pour améliorer l'attachement et la relation des parents et des enfants. Mais ici, on voit qu'il y a un effet de modération significatif de l'âge de l'enfant avec une pente de moins 0.007, ce qui veut dire que plus l'enfant vieillit, moins on est efficace pour venir agir sur l'attachement et la relation parent-enfant. Donc, c'est ce qui souligne l'importance de travailler le plus possible en bas âge si on veut travailler la relation parent-enfant. Ça ne veut pas dire nécessairement que plus l'enfant vieillit, à un moment donné, l'intervention n'aura plus d'impact. Il y a quand même, on va le voir plus tard, là, il y a un autre cas où on voit que les interventions chez les plus vieux fonctionnent aussi, mais la taille de l'effet est moins grande, donc on fonctionne un peu moins que lorsqu'on travaille plus jeune. Il y a également, si on s'intéresse au comportement externalisé et internalisé de l'enfant, donc avec 25 études, on obtient un D de 0.50, ce qui est vraiment très bien élevé, mais il y a un effet sur l'année de publication. Donc, ici, c'est que les études plus vieilles, donc qui rapprochent plus de 1980, rapportent des tailles d'effet plus élevées que les études plus récentes. Et ici, on peut peut-être avoir affaire à un effet historique, soit que peut-être que nos mesures se sont raffinées avec le temps, puis là, on détecte différemment les mesures de comportement, ou aussi, peut-être qu'il y a vraiment un effet historique au plan des cohortes d'enfants qui avaient peut-être d'autres problématiques avant, puis que ça s'installe dans le temps. Fait qu'il faut rester quand même prudent là, par rapport aux années de publication. Si on s'intéresse au développement global de l'enfant, donc développement cognitif, langagier ou moteur, on avait 11 études qui s'intéressaient à ces aspects-là, avec un D de 0.42 significatif, ce qui veut dire que ça va bien. Et ici, le premier motif, c'était le modérateur significatif, c'était le premier motif de signalement qui est la négligence. Donc, avec une pente de moins 0.012, ce qui veut dire que
les tailles d'effet étaient plus élevées lorsque le premier motif de signalement n'était pas la négligence, dans le fond. Donc, plus l'échantillon contenait des motifs de signalement qui avaient de la négligence, moins on avait d'effets. On peut penser que, par exemple, un parent négligent était peut-être moins impliqué ou plus difficile à aller chercher là, dans le développement pour améliorer le développement de l'enfant. C'est difficile aussi peut-être lorsqu'on est négligé, on a atteint un certain peut-être retard de développement plus important que les autres motifs de signalement, puis c'est peut-être un retard qui est plus difficile à rattraper au plan du développement. Pour ce qui est des conduites parentales et du style parental, donc on avait 27 études qui s'intéressaient à la relation avec un D.53 significatif encore une fois, donc les interventions sont efficaces pour améliorer les conduites parentales. Toutefois, un des modérateurs qu'on a identifié, c'était la durée de l'intervention. Donc, plus l'intervention, avec une pente de moins 0.02, plus l'intervention est longue, moins elle est efficace. Et ça s'inscrit aussi dans la littérature. Il y a 3 autres méta-analyses qui rapportent un peu le même phénomène, que si l'intervention est trop longue, ça prend une intervention cernée dans le temps. Si l'intervention est trop longue, on dirait qu'on perd de l'effet, on perd du momentum pour l'intervention là-dedans. Il y avait une étude qui rapportait une intervention de 52 semaines, donc 1 an où il y avait toujours ça, puis on voit vraiment que la taille de l'effet ne se distingue pas des interventions vraiment cernées dans le temps autour de 8 semaines, par exemple. Donc, encore une fois, j'apporte une nuance par rapport à la durée de l'intervention. Ici, on l'a codifié en semaines, mais on ne sait pas non plus toujours, dans les cas, le nombre d'heures par semaine qui a été attribué à l'intervention. Mais si on parle en termes de semaines, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui est assigné au dossier, plus l'intervention est longue, plus on perd un peu de l'effet de cette intervention-là. Finalement, là, je vous bombarde le résultat de cette analyse. Finalement, c'est le dernier point. C'est lorsqu'on s'intéresse aux conduites parentales, au style parental et à l'attachement de l'enfant, ce qu'on observe avec 27 études, c'est que c'est efficace, encore une fois, avec un D.53 significatif. Mais lorsqu'on regarde l'abus de substance du parent, donc si l'échantillon rapportait un parent qui n'a pas de problème d'abus de substance versus des parents qui rapportent un problème d'abus de substance, on voit à quel point les parents, donc dans la ligne du oui, là, les parents qui ont un problème d'abus de substance, les effets des interventions sont beaucoup moins efficaces que si le parent ne consomme pas de substance. Donc, c'est ce qu'on observe. Puis, c'est aussi les études souvent qui comportaient un volet, comme je vous avais montré, là, il y avait une étude qui comportait un volet de on travaille avec l'enfant, avec la famille, mais on travaille en parallèle sur l'abus de substance du parent, par exemple. Ben, ces études-là rapportent des tailles d'effets aussi qui sont plus élevées lorsqu'on les regarde. Mais on voit là, que les études où le parent consomme, on est moins efficace pour aller chercher les bienfaits de l'intervention. L'autre point, c'était le premier motif de signalement. Donc, on voit que pour la négligence, les interventions sont quand même efficaces. Mais si on regarde le dernier motif, lorsque le parent consomme ou le parent est à risque de consommation, on voit que la taille de l'effet est de 0.14, donc c'est vraiment très faible. Puis, la taille d'effet n'est pas significative, ce qui veut dire que lorsqu'on s'intéresse aux conduites parentales, au style parental, l'attachement de l'enfant, puis que le parent est à risque de consommation, souvent, on n'a pas d'effet de cette intervention-là sur des compétences parentales, par exemple. Donc, c'est un point à souligner. Et le dernier, c'est l'âge de l'enfant. Donc, on voit que la taille d'effet pour les 0-4 ans est de 0.72, ce qui est excessivement fort, tandis qu'elle baisse un peu de manière significative lorsque les enfants sont âgés de 5 à 11 ans, ce qui souligne encore l'importance que plus on travaille tôt dans la vie de l'enfant, plus on a des effets bénéfiques pour les conduites parentales, le style parental et l'attachement de l'enfant. Là, on a vu beaucoup de chiffres, tout ça, puis là, on va prendre le temps de revoir ça avec des grandes conclusions. Donc, de façon générale, les interventions en protection de l'enfance auprès des enfants âgés de 0 à 11 ans sont efficaces et les tailles d'effet sont de modéré à élevé, ce qui est une bonne chose. Puis, j'aimerais juste mettre une petite note, là, un petit bémol. Ce sont souvent en milieu de recherche, on a des conditions de pratique
exemplaire. Donc, l'intervenant a 3 familles qu'il va voir en condition de recherche, avec aussi un suivi de l'équipe de recherche pour venir corriger s'il y a des interrogations par rapport à l'intervention. Il y a souvent un bon suivi de l'équipe de recherche. Donc, c'est une chose à considérer. Donc, les interventions de protection fonctionnent. Mais ici, on est dans un cadre avec des conditions de pratique très strictes. Les interventions aussi ont des retombées positives sur l'enfant, sur les conduites parentales, mais aussi à plus long terme sur le recours au placement et au resignalement, ce qui est une très bonne chose. Troisième point, les interventions en protection de la jeunesse semblent avoir plus d'effet sur les conduites parentales lorsque le parent ne présente pas de problématiques d'abus de substance que lorsqu'il en présente, ce qui peut venir le renforcer. Les interventions de type on travaille avec la famille, mais aussi on offre en parallèle la thérapie d'abus de substance. Bien sûr, il faut que le parent accepte d'entreprendre cette démarche-là aussi également. Mais quand on offre une thérapie d'abus de substance aux parents en parallèle avec l'autre intervention, ça peut venir avoir un meilleur effet pour l'intervention qu'on souhaite instaurer puis améliorer les compétences parentales, par exemple. Et les interventions en protection de la jeunesse semblent aussi avoir des effets sur les conduites parentales, plus d'effets lorsque les enfants sont d'âge préscolaire que lorsqu'ils sont plus vieux. Mais à noter que même s'ils sont plus vieux, l'intervention reste quand même efficace. C'est juste qu'on perd un peu l'effet, mais ça vaut la peine d'intervenir chez les 5-11 ans également. Et les interventions semblent aussi avoir plus d'effet sur les conduites parentales lorsque le motif de signalement principal est la négligence, que lorsqu'on parle d'abus physique, de maltraitance ou de consommation de substances du parent. Pour finir, un petit rappel, on avait différents modérateurs qu'on avait investigués, mais qui ne se sont pas révélés significatifs. Donc, je vous les présente. Donc, le genre, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire si on travaille avec les enfants, que ce soit une fille, un garçon, mais aussi les parents, donc on travaille avec les mères ou les pères, on obtient les mêmes résultats. On est aussi efficace. Le type de répondant, puis ça, d'un point de vue de recherche, c'est vraiment intéressant. Que ce soit un observateur externe, un parent ou un enfant qui va rapporter les résultats, on arrive au même constat. Donc, ça peut être pertinent de demander aux parents, est-ce que les comportements de votre enfant s'est amélioré? Est-ce que le développement s'est amélioré? Ben, un observateur externe arrive sensiblement au même résultat. Ou même quand c'est l'enfant lui-même qui peut noter son comportement ou son développement, on arrive au même résultat. Les organismes aussi qui donnent les services, donc que ce soit une OBNL, Protection de l'enfance ou l'université, ils sont tous égaux en matière aptes à dispenser l'intervention puis à avoir les bénéfices qui viennent ensuite. L'ethnie non plus n'est pas sortie significativement, ainsi que le pourcentage de diplômes universitaires des familles, des parents qui sont suivis. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Puis aussi, au plan de revenus, donc tout type de revenus, que ce soit faible revenu ou revenu plus élevé, les gens répondaient bien aux interventions, les familles répondaient bien. Bien sûr, on a choisi des modérateurs à investiguer, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent influencer la relation puis qu'on n'a pas présenté ici. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait d'autres choses qui soient présentes dans la relation avec les interventions et les résultats. C'est ce qui conclut ma présentation sur les résultats de cette méta-analyse. Je suis prête pour les questions. Merci.